Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette table ronde. Je suis Nicolas Desport, Senior Manager transformation des fonctions finances dans un cabinet de conseil qui s'appelle Seabird. Et aujourd'hui, c'est moi qui animerai cette table ronde. Table ronde qui aura une thématique intéressante puisque en fait, on va parler aujourd'hui des défis financiers des PME face aux achats et à la facturation. Pourquoi? Parce que en fait, c'est quoi une PME? C'est pouvoir faire beaucoup avec les moyens qu'on a. Donc il y a beaucoup d'enjeux, hein, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les enjeux, les opportunités, et puis les impacts que ça peut avoir. Et puis derrière, on fera un peu des perspectives. Pour m'accompagner aujourd'hui dans cette table ronde, nous avons Anthony Amé du groupe Evoque, Aurore Teboul de Payfit, et puis Julien Chriki de Spendesk. Donc merci, nous allons démarrer, nous allons passer une petite heure ensemble. Après, il y aura un temps de questions-réponses et puis un temps de networking pour ceux qui souhaitent rester. On commence? Alors, merci à tous les trois d'être présents. On peut peut-être commencer par un petit tour de table. Chacun se présente, Anthony et puis les autres. Bonjour à tous. Donc moi je suis Anthony Amé, je suis directeur général adjoint en charge de finance et administration au sein du groupe Evoque Collection, qui est un groupe hôtelier qui fête cette année ses 10 ans, qui a ouvert son premier hôtel en 2016, donc 2 ans après la création du groupe, et qui depuis a ouvert 6 adresses à Paris. En 2023, une première adresse à l'étranger à Venise, et dans une semaine, un nouvel hôtel à Madrid. Donc une expansion assez importante en France et à l'étranger. Donc voilà, je suis ravi de pouvoir participer à cette table ronde. Hello à tous, du coup Aurore Teboul, je travaille chez Payfit. Je suis procurement manager depuis 2 ans et demi. On a construit la fonction achat et tout le processus qu'on a mis en place. Payfit, c'est une solution de gestion de la paie et des ressources humaines. Et du coup, mes missions au quotidien, c'est vraiment d'optimiser les coûts et de faciliter les opérations auprès du business. Merci Aurore. Bonjour à tous, moi c'est Julien, ex-CEO de OCO, solution de procurement qu'on a lancé il y a plus de 2 ans aujourd'hui. On a rejoint Spendesk au début de l'année dans le cadre de l'acquisition d'OCO par Spendesk, et aujourd'hui je suis en charge de tout le développement du produit procurement chez Spendesk pour avoir une plateforme unifiée qui permet d'avoir du procurement et du spend management dans une seule plateforme pour toutes les entreprises de taille moyenne. Donc je suis en charge de développer toute cette offre et voilà. Et merci à tous les trois. 3 briques hein, la fonction achat, la partie, on va dire, le point de vue éditeur, le point de vue fonction achat pure, et puis le point de vue plus transverse, direction financière. Donc, intéressant d'avoir cette table ronde. Peut-être pour commencer, question à Aurore et Anthony. Aujourd'hui, quels sont vos principaux enjeux en matière de gestion des achats et de facturation dans vos secteurs respectifs? Qui veut commencer? Je prends la main du coup. Donc nous, les plus gros enjeux qu'on a, c'est vraiment de chercher à optimiser et rationaliser nos dépenses. Parce qu'aujourd'hui, dans le secteur de la tech, il y a eu un peu une baisse de l'activité. Donc on est vraiment challengé de manière à pouvoir passer un peu ce creux de la vague et continuer de grandir et survivre un peu à ce contexte particulier que toutes les entreprises de la tech traversent. Donc nous, on est vraiment attendu sur notre capacité à être agile, à être flexible, à comprendre les attentes des opérations et respecter les besoins aussi du département finance. Donc on essaie de coordonner et d'harmoniser un peu tout le monde et les besoins de tout le monde. Donc nous, sur la fonction achat, donc dans un secteur particulier qu'est l'hôtellerie, où les besoins d'achat sont très représentés par beaucoup de familles d'achats différentes, parce qu'on a besoin d'acheter à peu près tout dans un hôtel. On a été aussi pas mal soumis à des variations d'activité, notamment avec le Covid, et on est dans une activité qui de base est assez saisonnière. Donc cette notion d'agilité dont tu parles, nous on la vit aussi, puisque on a des saisonnalités dans lesquelles on doit pouvoir faire preuve d'agilité dans la dépense et aussi dans la gestion de l'ensemble de nos ressources. Donc la fonction achat, elle est importante pour ça, pour pouvoir à l'instant T savoir qu'est-ce qu'on a besoin d'acheter, qu'est-ce qui est nécessaire dans l'urgence ou pour plus tard. Donc avoir une vision globale des achats,
c'est essentiel, surtout dans un contexte, comme je le disais, où on a beaucoup de catégories différentes. Juste pour se resituer aujourd'hui, vous, volume de facture à peu près par mois, ça représente quoi par rapport à... Alors nous, globalement, si on enlève tout ce qui est typiquement poisson, viande, qui sont des factures courantes, les factures hors apport FNB, on est autour de 1000 factures par mois en moyenne pour l'ensemble du groupe, donc qui sont gérées par un service comptable qui lui est unique et basé au siège. Voilà. Et nous, on est à peu près sur 250-300 factures par mois. Ok, merci. Et aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés que vous voyez au quotidien justement dans la gestion de ces factures? Alors nous, c'est le volume, parce que 1000 factures, c'est quand même pas rien sur des catégories d'achat qui sont très diverses, comme je disais. Donc c'est s'assurer que la facture arrive au bon moment, qu'elle est en lien avec la bonne demande d'achat, que les tarifs qui sont sur cette facture sont bien les bons, etc. Enfin tout le contrôle et s'assurer que les délais soient respectés et que les relations avec le fournisseur se fassent correctement. Ouais, je pense que nous, c'est un petit peu similaire. On a un process qui va être soit le fournisseur peut envoyer directement sa facture au service comptable, soit ce qu'on va appeler l'acheteur interne va l'envoyer au service comptable. Donc s'assurer que l'un ou l'autre process soit bien suivi et effectivement matcher avec la demande d'achat le prix pour garantir qu'on paye le bon montant. Donc on a aussi mis en place un process de vérification sur Spendesk. Merci. Et Julien, toi qui as un point de vue plus d'observateur externe, qu'est-ce que tu observes chez les personnes que vous accompagnez en termes de difficultés, en termes d'enjeux? Alors, nous, on observe deux types de difficultés sur deux parties du flow. On a la partie demande d'achat, donc vraiment contractualisation et contrôle des demandes d'achat, et on a la partie facturation. En fait, on se rend compte que sur la partie facturation, si on n'a pas un bon système de mise en place des demandes d'achat, c'est assez pénible de rapprocher ces factures avec ces demandes d'achat. Et en fait, on se rend compte avec les équipes achats que la problématique, elle est surtout en amont de la facturation, c'est la demande d'achat et la contractualisation. Avec deux problématiques majeures. La première problématique, c'est comment on peut améliorer l'adoption des équipes métiers de ce processus, l'acculturation de ces équipes métiers sur les bonnes pratiques achats et la collaboration avec le département achat, le département finance et toutes les parties prenantes de la validation de ces demandes d'achat que peuvent être aussi l'équipe juridique, l'équipe compliance. Et vraiment, c'est ça le cœur du sujet pour les équipes achats, c'est l'adoption du business. La deuxième partie, ça va être plus en termes d'automatisation. Donc, une fois qu'on a mis en place les bons process et qu'on a une bonne acculturation, on veut que ce process soit le moins time consuming possible pour les équipes métiers et les parties prenantes. Et donc, le cœur du sujet, c'est l'automatisation de la récolte de ces données pour toutes les parties prenantes du process, en amont, encore une fois, de la facturation. Merci. Peut-être pour résumer ce que vous venez de dire sur cette première partie, on parle vraiment du process P2P, procure to payment, de la demande d'achat au règlement de la facture finale. Voilà, c'est sûr, ce process qu'on aimerait, c'est qu'il soit fluide et automatisé, comme tu l'as dit. Malheureusement, on a des contraintes, le travail en silo, les opérations qui sont manuelles, et forcément, ça peut créer de la complexité, voire pire, des erreurs. Passons à la deuxième thématique, du coup, plutôt les opportunités qui aujourd'hui sont offertes sur ce process. Et justement, Julien, toi, en quoi l'outil, une solution outillée permet justement d'avoir des opportunités et peut-être de limiter ces contraintes qu'on vient d'évoquer? Alors déjà, avant de parler de l'outil, ce qui est important et ce qu'on voit, qu'on a vu chez Payfit, qu'on voit aussi chez Anthony, c'est la mise en place d'un process qui est simple et compréhensible pour les équipes métiers et des bonnes pratiques qui sont simples à suivre pour toutes les parties prenantes. Ça, c'est la première étape. L'outil doit être finalement très simple à mettre en place en termes d'implémentation. Donc implémentation de workflow très simplifiée, intégration des données de manière simplifiée. Et la deuxième partie, sur la partie outils, c'est vraiment d'avoir un workflow qui est unifié. Donc
On ne veut pas dans les entreprises que les données soient silotées, mais on veut vraiment unifier toutes les étapes de demande d'achat et de contractualisation au sein de l'outil. Ok, et justement en 2024, quelles sont les grandes innovations qui ont été portées par Spendesk Alors avec Spendesk, la première innovation, ça a été l'acquisition et l'intégration de Oko en tant que Spendesk Procurement dans la plateforme. Donc la mise en place de ce processus d'intake to procure à l'intérieur de Spendesk, c'est-à-dire une orchestration de toutes les demandes d'achat et de contractualisation au sein de Spendesk, avec en point de mire une expérience des équipes métiers la plus fluide possible. Ça a été en 2024. En 2025, on va avoir un point d'orgue sur l'automatisation et l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle et de LLM pour extraire des données non structurées qui sont peu ou pas exploitées aujourd'hui dans les entreprises pour piloter les achats. Donc, hier, on ne pouvait pas extraire des données de documents de contrats, de documents de factures ou de devis car les données étaient non structurées. Demain, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on va être capable de récupérer automatiquement ces données pour avoir des dashboards de pilotage beaucoup plus fins que ce qu'on a aujourd'hui. Merci. Alors peut-être je me tourne vers les utilisateurs justement. Aurore, Anthony, vous utilisez des solutions, des outils. Qu'est-ce qui a changé depuis cette utilisation? Quel retour d'expérience vous pouvez faire là-dessus? J'y vais. Nous, ça a vraiment changé notre vie parce que ça nous a permis d'avoir un peu one place to be. Donc, grâce à cette nouvelle, cette nouvelle feature, on va dire, on a pu centraliser toutes nos demandes d'achat. Auparavant, on avait des tickets sur Jira, on avait des envois par email, par Slack, sur le Drive. C'était un petit peu éparpillé, c'était un petit peu compliqué de suivre et de ne pas justement perdre de l'information et beaucoup de temps aussi dans la gestion et même dans le relationnel avec nos équipes et les fournisseurs. C'était très complexe. Aujourd'hui, on a une plateforme qui nous permet d'avoir toutes les informations. On récupère la demande d'achat, la validation par rapport au budget. On a mis en place un workflow. Donc toutes les parties prenantes dans le processus, parce que chez Payfit, notamment de par le fait qu'on est normé ISO 27001, on doit être très vigilant par rapport à l'IT, la compliance et ainsi de suite. Donc on a des parties prenantes assez spécifiques, donc IT, légal, finance, qui vont venir valider leurs tasks en parallèle les unes aux autres. Donc tout le monde peut travailler en collaboration, tout le monde peut avoir les informations dont ils ont besoin en live, et ça nous permet d'être beaucoup plus efficace et donc de gagner du temps, et aussi de tout centraliser, donc de ne plus recevoir de factures à droite à gauche sans savoir qui a fait les paiements. Aujourd'hui, on a vraiment créé de l'adoption. On a évangélisé sur l'importance de faire attention à ce process et on est beaucoup plus efficace. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de similitudes, même si le secteur est différent, parce que nous, il faut imaginer 6 structures, en tout cas en France, juridiques différentes, avec à l'intérieur de chacune peut-être une demi-douzaine de personnes qui sont en capacité de formuler une demande d'achat. Donc ça veut dire autant de personnes qui ont la responsabilité d'acheter. Donc c'est très horizontal en fait comme responsabilité, et l'outil nous permet en fait de redescendre une couche métier qui est suffisamment vaste pour que chacun puisse ajouter sa demande dans un environnement unique, que ensuite les demandes puissent s'approuver à des niveaux N+1, N+2 en fonction de différents critères de prix, de fournisseurs, etc. Et qui en même temps sont visibles par un service central qui est la direction financière du siège par exemple, ou des achats, et qui va pouvoir à chaque étape dire vous êtes dans la bonne façon de faire, ou attention parce que cet achat que vous faites dans un hôtel, je m'apprête à faire un appel d'offres groupé pour plusieurs établissements, donc mettez-le en pause, etc. Donc en fait on se rend compte que c'est de la rationalisation, c'est de la structuration de données qui jusque-là ne l'était pas, et c'est en fait je crois tout l'enjeu, c'est de pouvoir tirer profit d'une donnée qui existe mais qui n'est pas suffisamment exploitée par manque de moyens. Et aussi, ça répond à la question du temps de traitement de ces données, puisque avoir, d'après moi, une couche unique d'un système où on arrive à avoir, et c'est notre cas, la gestion des notes de frais, les cartes bancaires, la possibilité aussi d'uploader des factures, et dernière couche, l'anticipation de l'achat de par la demande. C'est chez Evox qu'on est en train de mettre en place.
des moins avancés que Payfit là-dessus. Mais en fait, c'est l'opportunité d'avoir au même endroit toutes les informations, de pouvoir réaiguiller quand c'est nécessaire les demandes qui ne sont pas conformes à ce qu'on veut ou qui sont soit trop tôt, soit trop tard. La question du timing est importante. Donc c'est ça vraiment l'enjeu, c'est la réponse technologique à un besoin d'uniformisation de toutes les demandes dans un contexte qui était quand même vachement dilué jusque-là. Mais merci à tous les trois. Alors, on voit bien les opportunités, les avantages que ça a, ce que vous disiez, hein, un point d'entrée unique, harmoniser la relation avec les fournisseurs, éviter les surprises, évidemment. Alors, c'est assez évident, sauf que derrière, enfin on en parlait juste avant, hein, Anthony, derrière il y a l'humain et il y a la volonté des personnes à adopter ces solutions. Forcément, ça fait un peu peur, un nouvel outil, on va devoir changer nos habitudes. Aurore, tu parlais d'évangélisation justement. Comment, sur quel levier on peut actionner pour justement faire cette évangélisation et puis développer cette culture achat finalement au sein de vos organisations. Comment vous avez fait en tout cas? On est passé par un plan com. On est revenu un peu à la base, mais comme quand on lance un produit ou un service, c'est un peu la même chose. On a dû se marketer en interne, de par le fait aussi que simplement ça n'existait pas auparavant. On n'avait pas de process. Donc il y a eu la phase avant Spendesk où déjà on a communiqué sur le fait qu'on mettait en place un nouveau système. On a mis en place ce qu'on appelle une toolkit box pour les acheteurs internes, avec un one-pager, donc c'est un document qui va résumer un petit peu le process de manière simplifiée, qui va donner des exemples concrets et parlants pour que chacun puisse s'identifier à ce process, en fait, à cette adoption. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait des formations par département. On est aussi allé vraiment à la rencontre des équipes et on a essayé de comprendre quels étaient leurs roadmaps, quels étaient leurs grands projets sur lesquels on allait pouvoir vraiment les accompagner, les aider, être en support. Ce qu'on essaie de faire, c'est de vraiment passer le message qu'on n'est pas des cost killers, on est surtout des partenaires, des business partners. Et donc, on a essayé de vraiment faire passer ce message de manière à pouvoir collaborer, créer des binômes, en fait. Donc, quand on approche la relation avec le fournisseur, on est toujours à deux. Donc, nous, côté procurement, on va avoir un peu la casquette finance, mais aussi coordination des différentes équipes dont je parlais un petit peu plus tôt, le légal, l'IT. On soulage, en fait, le business. On leur permet de vraiment se focaliser sur le besoin, leur expertise, et eux ont l'expertise que nous, on ne va pas avoir. Et donc cette collaboration étroite, elle est essentielle pour pouvoir justement obtenir le produit, le service le plus adapté aux besoins. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Si, tout à fait. Et juste, ça, combien de temps enfin, j'imagine que ça continue, hein, mais c'est toujours en cours. Voilà. En réalité, ce passage, on va dire, cette première marche, ça vous a pris combien de temps à peu près? Je pense que les premiers résultats ont pris bien 6 mois, 1 an, parce qu'il a fallu prendre vraiment le temps de créer une relation en fait, avec les acheteurs internes. Au-delà de mettre en place un processus, en fait, il faut que les personnes, déjà, elles vous connaissent, elles apprennent à vous faire confiance. Il faut aussi montrer un peu des résultats, montrer qu'on va avoir une valeur ajoutée dans notre travail, donc la mettre temps, et communiquer sur ces résultats aussi, hyper important. Donc on fait ça, et puis on cherche à toujours se remettre en question. Donc on leur propose de nous faire du feedback, de nous dire ce qui marche, ce qui ne marche pas, de manière à pouvoir évoluer, grandir au sein de notre fonction, mais aussi vraiment tenir compte de leurs besoins en permanence. Donc c'est un peu l'idée. Et puis voilà, là en janvier, on va aller à leur rencontre à nouveau pour le roadmap 2025. On va parler des nouvelles features de Spendesk. Voilà, c'est des opportunités pour continuer de faire grandir la communication et les échanges. Alors, je veux bien compléter sur ce que dit Aurore. Peu importe l'outil, la communication en amont, c'est primordial. Ce que moi j'ai pu expérimenter lorsque j'étais chez Oco, j'ai dû travailler avec plus d'une centaine d'entreprises dans la tech et en dehors de la tech. Et il y avait vraiment une brisure entre la communication faite par les équipes achats des bonnes pratiques et des processus et l'utilisation des outils. En fait, lorsque ils mettaient en place un outil, typiquement un ERP, l'ergonomie de la solution faisait qu'en fait on avait une très bonne communication, mais derrière une très faible adoption et utilisation de l'outil.
nous, on vient répondre à ce second enjeu. Et cet enjeu, c'est un enjeu d'expérience utilisateur pour le business. Et donc, il y a cette première phase de communication qui est très importante, mais la deuxième phase qu'il ne faut pas négliger, c'est est-ce que l'outil va être en phase avec notre volonté de simplicité et de collaboration avec les business. Nous, on n'a pas encore aussi avancé dans la solution procurement, puisqu'on l'approche tout juste. En revanche, on utilise depuis un moment maintenant les autres fonctionnalités de Spendesk, que sont la gestion des notes de frais et les cartes bancaires. La note de frais, c'était un bon moyen de faire familiariser les utilisateurs avec l'outil, puisque si vous ne savez pas vous en servir, vous n'êtes pas remboursé, donc c'est assez simple comme moyen de pression. Je plaisante, mais en vérité, c'est tout le sujet, puisque dans le même environnement, vous avez la capacité de pouvoir mettre des notes de frais et de gérer vos dépenses si vous avez une carte bancaire professionnelle. Et demain, enfin aujourd'hui pour Payfit, mais demain pour Evoque, la possibilité de pouvoir anticiper vos achats, et ce dans le même environnement, dans un contexte où nous, on n'est pas une entreprise de tech, donc la population de nos hôtels sont des chefs cuisiniers, ce sont des gens qui font dans les étages, qui sont des personnes qui réceptionnent de la marchandise, enfin tout corps de métiers différents, qui ont, parce que c'est la nécessité de l'agilité dont on parlait tout à l'heure, aussi la casquette acheteur, et en fait pouvoir leur proposer un outil qui intègre l'ensemble des tâches administratives, ou la majorité des tâches administratives qu'on va leur demander, bah pour eux c'est une vraie valeur ajoutée, et pour nous c'est un vrai axe de communication aussi pour l'adoption. Donc en fait on se rejoint là-dessus, c'est que maintenant on a avancé tous, et ça fait peut-être le lien avec la facturation électronique, mais vers une digitalisation de l'ensemble de nos process, qui va s'appliquer à une population qui n'est pas forcément habituée à tous ces sujets. Et je trouve qu'avoir quelque chose d'uniforme et d'ergonomique dans l'approche de ces différents sujets, eh ben c'est un vrai sujet clé, et c'est un vrai atout. Merci beaucoup pour ce retour. Parlons-en justement des perspectives sur cette dernière partie, puisqu'il y a des innovations technologiques, il y a un mot qui a été prononcé tout à l'heure par Julien, et puis il y a des contraintes réglementaires aussi qui vont obliger petit à petit à l'ensemble des entrepreneurs d'ici le 1er septembre 2027 à passer à la facturation électronique. Du coup, en termes d'innovation, à quoi on peut s'attendre? Déjà, peut-être Julien, à quoi on peut s'attendre en termes d'innovation? Ensuite, on parlera peut-être des exigences réglementaires. Alors déjà, le premier enjeu, ça va être justement d'intégrer la solution de spend management et de procurement avec tous les formats réglementaires et tous les bons canaux de communication réglementaire. Donc l'enjeu pour Spendesk, ça va être d'intégrer de manière la plus transparente possible tous ces enjeux réglementaires à l'intérieur de la plateforme, et de bien se connecter en étant PDP. Donc ça, c'est avant tout l'enjeu, et le but, c'est que ce soit transparent pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'il n'est pas à s'en soucier et qu'on s'en occupe pour eux. Aurore, quand on a préparé, tu m'avais parlé de l'intelligence artificielle, peut-être tu peux en dire un mot? Oui, on est au tout début. On est tellement au début que demain, j'ai mon premier workshop. Voilà. Projetons-nous, Voilà. imaginons-nous dans quelques années. On commence un peu à réfléchir à comment est-ce que l'IA va nous aider à être toujours plus rapide, plus efficace. Donc là, on se pose la question, est-ce que finalement, dans la préparation du renouvellement d'un contrat, il n'y a pas des éléments qu'on peut aller pré-analyser de manière beaucoup plus rapide? Aujourd'hui, on le fait manuellement, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des informations par rapport à ce qui avait été négocié l'année précédente. Bon, demain, peut-être qu'on met le contrat dans l'IA, et en fait, on demande à l'IA d'aller nous chercher 2-3 éléments clés, l'auto-renouvellement, la date de préavis, le prix par utilisateur, et ainsi de suite. Donc ça pourrait être une chose intéressante, parce que du coup, ça permet de donner des informations clés encore une fois, à l'acheteur interne qui est responsable un petit peu de cet achat, et d'avoir tous ces éléments en tête, parce que lui, il ne va pas forcément avoir tous ces éléments, donc on va l'aider, on va essayer de l'accompagner encore une fois. Au niveau donc du renouvellement, au niveau du benchmark aussi, on pense que ça peut être plus intéressant, parce qu'aujourd'hui, c'est manuel, c'est chronophage d'aller consulter plusieurs fournisseurs. Ça prend du temps aux équipes business, aux fournisseurs aussi.
parce que même si on va pas forcément travailler avec eux, la consultation, c'est du temps qu'ils nous accordent. Donc on essaie aussi d'être assez vigilant là-dessus. Donc ça peut être une idée. Les budgets, on peut se poser la question, est-ce que demain, on va pas pouvoir avoir des alertes automatiques qui vont venir nous flaguer, attention, là on est en dépassement budgétaire, voilà, ce genre de choses. Donc il y a plein de choses à faire. On va voir un peu comment est-ce qu'on va pouvoir le mettre en place. Alors, je veux bien compléter sur la partie intelligence artificielle. Nous, on voit 3 opportunités d'intégrer au sein de la solution de l'intelligence artificielle. La première, c'est au niveau de la collecte des données. Donc, demain, lorsqu'on va ouvrir une demande d'achat, probablement que la première étape pourrait être de déposer un draft de contrat ou un devis et de venir pré-remplir finalement cette demande d'achat avec un maximum d'informations pour que ça prenne quasiment pas de temps au requester. Pareil pour les différentes parties prenantes en fait. On pourrait mettre en place des guidelines, je sais pas, par exemple juridiques, en disant notre politique interne c'est de ne pas avoir d'engagement de volume, de ne pas avoir de contrat supérieur à 1 an, de ne pas avoir de clause de co-marketing, de ne pas avoir de reconduction tacite. En fait ça on pourrait scanner les documents et venir finalement pré-remplir toute la validation au niveau des parties prenantes. Donc ça c'est un premier axe d'amélioration de notre côté. Le deuxième axe, ce serait durant le workflow de pouvoir interroger ces documents, donc un peu un ask your contract où on pourrait demander dans ce contrat-là, quelle est la partie fixe, quelle est la partie variable sans avoir même à lire le contrat. Et la dernière partie, c'est en termes de reporting et de dashboarding. En fait, aujourd'hui, on va stocker un ensemble de documents et on pourrait dire, par exemple, sur notre base de données contractuelle, quelle est la part variable sur 2025 de mes engagements et quelle est la part fixe de mes engagements. Ça, c'est une donnée qui paraît simple et en fait qui est très difficile à structurer pour des départements finance, alors que ces données existent dans les contrats et aujourd'hui peuvent être extraites via de l'intelligence artificielle. Donc on a vraiment ces 3 poches d'amélioration qui font partie de notre roadmap 2025 et qui sont des très forts leviers pour les départements finance et achats. Ok, merci. On voit bien la valeur des innovations technologiques pour les clients, justement avec cette pré-analyse comportementale, pré-analyse contractuelle. Dans quelle mesure finalement, là on se situe vraiment d'un point de vue acheteur, mais donc, si on regarde peut-être la relation client-fournisseur, est-ce que finalement, dans quelle mesure ces innovations pourraient aussi améliorer la relation client-fournisseur? Non, l'un de vous, en fait, Anthony, je sais que tu avais un point d'attention là-dessus. J'aimerais savoir si vous voyez aussi ces innovations comme une opportunité d'améliorer cette relation-là. Alors oui, moi justement j'écoutais sur la partie contrat, la dimension juridique que j'avais pas en tête, elle est hyper intéressante. Pardon, je fais un petit aparté, mais parce que en fait il y a plein en effet de consignes internes qui ont lien avec le juridique, qui sont très dommageables si elles ne sont pas respectées et si ça ne se passe pas comme prévu. Et c'est essentiel, je trouve, d'avoir ce regard juridique sur un contrat et de pouvoir extraire d'un contrat qui parfois est conséquent et dans des termes qui ne sont pas forcément lisibles par le Kidam, sont hyper importants à extraire. Donc sur ce plan-là, je trouve que c'est une vraie innovation et un vrai atout. Ensuite, sur la relation fournisseur, en effet, je trouve que ça fait sens puisque on a besoin d'avoir des relations les plus fluides possibles avec nos partenaires sur toutes les catégories d'achats, que ce soit des achats de biens ou services, que ce soit de la sous-traitance, que ce soit toutes sortes d'achats. Et je trouve que pour le bon déroulement de la relation, avoir la bonne information au bon moment et qu'il n'y ait pas de quiproquos ou de choses qui puissent entacher un petit peu la relation, c'est essentiel parce qu'on a tous besoin de travailler ensemble et encore une fois le fait d'avoir tout au même endroit peut fluidifier vraiment cette relation-là et faire gagner du temps, de l'agilité. Ça aussi certainement peut couper court à tout un tas d'interprétations qui n'ont pas lieu d'être parce qu'on a eu la bonne réaction au bon moment et dans les délais. Donc ça a tout un tas d'avantages sur le plan relation client-fournisseur, c'est sûr. Sur la partie fournisseur, c'est un peu le miroir de ce qu'on va trouver en termes de process interne. Une première brique que nous, on est en train de mettre en place, mais qui existe chez tous les éditeurs, c'est d'avoir un portail fournisseur dans lequel ils peuvent déposer leurs informations et leurs documents.
Sauf que ce portail fournisseur, très souvent, n'est pas du tout adopté côté fournisseur parce qu'on leur demande de remplir des formulaires des centaines de fois par an, soit au niveau d'une demande d'achat, soit au moment d'un RFP dans lequel on va faire un benchmark et on va venir récolter les informations business du fournisseur, les informations légales lorsque c'est du logiciel ou du prestataire de service, des informations en termes de sécurité, de data. En réalité, si on reprend cette thématique de l'intelligence artificielle, offrir ce portail, c'est bien. Être capable de minimiser le temps passé par les fournisseurs sur cette collecte d'informations. Donc typiquement, un fournisseur qui aurait déjà sa documentation interne qui pourrait fournir à l'intérieur du portail et en fonction du formulaire mis en place par les achats, pré-remplir toutes les informations pour le fournisseur qui n'aurait qu'à le valider. Ça serait un gain de temps énorme qui ferait qu'en fait, il y aurait une adoption de cette collaboration entre le fournisseur et les achats. Et ça, c'est une problématique qu'on voit beaucoup lorsque les fournisseurs, d'ailleurs, soit sont très petits, donc n'ont pas le temps de répondre à ces demandes, soit sont très gros et de par leur pouvoir, finalement, ne vont pas adopter. Et c'est avant tout pour un problème de convenience. Donc, c'est-à-dire que si on minimise le temps passé, je pense qu'ils seront en capacité de répondre à ces demandes des acheteurs. Et voilà. J'avais un point justement sur l'onboarding fournisseur. Nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 1 an et demi ou 2 ans. Notre capacité à récolter du fournisseur avec qui on s'apprête à collaborer un certain nombre de documents, des chartes éthiques, des déclarations engageantes de la part du fournisseur qui s'engage à ne pas faire ci, pas faire ça, etc. Enfin, tout un tas de normes qui sont importantes pour les valeurs du groupe et que maintenant on exige à l'initiation de toute relation avec le fournisseur. Des plateformes diverses et variées permettent justement de faciliter l'onboarding fournisseur dès le départ proposant sur une interface la signature de chartes, le dépôt des informations juridiques, d'un RIB, d'un genre de choses. Ça a plusieurs avantages, non seulement d'avoir une uniformité du statut du fournisseur pour la société, c'est-à-dire qu'on sait que tous nos fournisseurs, ils ont répondu à toutes ces questions puisque sinon on ne travaillerait pas avec eux. En plus de ça, il y a l'aspect aussi sécurité, puisque par exemple dans le cadre d'un dépôt d'IBAN, on va pouvoir aller chercher l'information, s'assurer que c'est conforme du point de vue de la lutte anti-blanchiment, ce genre de choses, ce qui sera un sujet certainement dans les prochaines années de cybersécurité, puisque avec la digitalisation, les informations vont être de plus en plus disponibles et devront être de plus en plus sécurisées, donc ça c'est un vrai enjeu. Et en fait ce portail-là il est indispensable pour pouvoir avoir en un endroit l'ensemble des informations co-déposées avec le fournisseur et qu'il n'y ait pas de sujet, j'ai pas retrouvé le contrat, j'ai pas l'IBAN, machin. On arrête les mails qui disent j'ai changé de RIB, s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'est vraiment, ça peut paraître rien, mais finalement c'est essentiel parce que on sait que l'information, elle sera vérifiée, sécurisée, analysée et tout ça dans le même environnement. Je me permettais ce petit rajout. Merci. Alors, on parle justement de portail client-fournisseur. Il y a un portail qui va être obligatoire, qui va être imposé d'ici le 1er septembre 2027 pour les TPE-PME, 1er septembre 2026 pour toutes les autres entreprises. On parle évidemment des PDP, donc plateforme de facturation électronique. Jusqu'à présent, on parlait du Chorus Pro. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'était la plateforme d'État qui aujourd'hui a été, c'est un projet qui a été arrêté par le gouvernement français au profit donc des opérateurs privés. Pour rappeler la facturation électronique, le périmètre c'est les opérations B2B en France. Donc c'est en gros tout ce qui est soumis à la TVA. Derrière il y a un enjeu fiscal évidemment. Donc tout ce qui est dans le périmètre fiscal français devra être soumis à la e-facturation et donc il devrait y avoir des échanges clients-fournisseurs via de la facturation électronique, via des portails communs. Là-dessus justement, Anthony, Aurore, comment Payfit, comment Evoque se prépare justement à cette mise en conformité réglementaire? J'y vais. Bon.
Chez Evoque Collection, on a, par l'ouverture de notre hôtel en 2023 à Venise, un peu expérimenté la facturation électronique puisqu'elle est en place en Italie. On a un bon poste d'observation sur comment ça fonctionne ou comment ça devrait fonctionner en France bientôt. Donc c'est un enjeu fiscal en effet. C'est aussi un enjeu technologique puisque on va devoir changer nos modes de fonctionnement. Justement, on parlait de la relation fournisseur, ça va être un des sujets qui va devoir évoluer puisque entre nous et le fournisseur, désormais ou dans 2026 ou 2027, il y aura une plateforme, donc un outil digital qui va s'interposer. On se prépare sur le plan technologique en consultant toutes les solutions qui peuvent nous faciliter le dépôt d'informations, l'accès à l'information, les différents formats, c'est plutôt des sujets techniques. Et en interne, comment on s'organise pour que demain, on arrive à contourner la relation actuelle qui existe entre le fournisseur facturant et nous, le client, et entre nous, fournisseurs, qui produisons un service pour nos clients. Donc tout ça, à l'heure d'aujourd'hui, on est plutôt dans la réflexion. On essaie de prendre un maximum d'informations sur comment ça se passe ailleurs. Et en fait, l'enjeu pour nous, puisqu'on est présent maintenant en France, en Italie et dans une semaine en Espagne, comment on fait pour avoir des process uniformes qui répondent à des réglementations qui sont communes, mais qui ont dans chaque pays un peu leur spécificité. Donc voilà, c'est plutôt une réflexion globale qui est lancée. Et ça va revoir un petit peu notre mode de fonctionnement sur pas mal de sujets. Nous, pour être honnête, on est encore au stade de l'étude. Comme je disais un petit peu plus tôt, on est une fonction qui est quand même assez récente. D'abord, on a voulu mettre en place le process. Aujourd'hui, on parlait aussi un petit peu des nouvelles features qui arrivent. Nous, on va mettre en place les bons de commande, les purchase orders. Donc on est encore à ce stade. On renforce la collaboration entre la finance, la comptabilité, le procurement et les opérations. Et la réalité, c'est que comme c'est un sujet qui a encore 1 an, on n'y est pas encore. En fait, on est sur d'autres attentions pour le moment. Donc c'est un sujet que l'on va commencer à aborder dans les mois qui arrivent. Mais pour l'instant, c'est pas encore la priorité. Alors, sur la facturation électronique, donc effectivement, l'horizon est un peu loin. Cependant, il faut s'y préparer. Côté Spendesk, nous, on se prépare à devenir PDP, donc d'intégrer en fait ces formats standardisés pour être capable de réceptionner et synchroniser les communications de statut sur les factures et l'e-reporting sur les taxes à l'État. On pense que ça va devenir plus ou moins une commodité de par la standardisation qui réglera pas mal de problèmes sur la facturation. Là, on va vouloir innover, du coup, c'est surtout ce qui n'est pas standardisé par l'État. Donc, tout ce processus amont. Donc, on a 2 enjeux chez Spendesk, devenir PDP et adopter cette standardisation, et innover sur la partie qui n'est pas dans la plateforme d'État, qui se passe en amont des factures. Et du coup, nous, on compte sur Spendesk pour nous aider à mettre en place. Bien sûr, évidemment, les opérateurs privés, alors ils sont à plusieurs niveaux, hein, au niveau de la dématérialisation, peut-être au niveau de l'ERP aussi, ou même, dans d'autres événements, on avait parlé des experts comptables, on avait parlé des partenaires bancaires également. Évidemment, toutes ces personnes-là représentent un écosystème financier autour de la gestion du cash et des déclarations fiscales qui sont très importantes et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer justement pour lancer ce type de projet. Peut-être un petit mot pour conclure. Aujourd'hui, on n'a pas fait de sondage sur le niveau de maturité sur ces process. Si je me mettais dans la peau d'une personne qui est dans un process, qui est dirigeant d'entreprise, dans un process achat extrêmement manuel, contraignant, je voudrais me lancer dans la digitalisation ou voire même de manière très ambitieuse se lancer dans la e-facturation. Quel conseil vous pourriez donner à une personne comme moi qui partirait de zéro? Ce serait de bien choisir l'outil et de pouvoir trouver un outil qui agrège l'ensemble des fonctionnalités nécessaires pour essayer de
pas démultiplier les accès, les plateformes et autant de communication entre différents outils. Donc vraiment essayer de faire un benchmark de l'outil le plus complet, de bien faire la liste des fonctionnalités, puisque peut-être qu'en fonction de l'activité, il y a des fonctionnalités disponibles qui ne seraient pas utiles. Donc là, je pense que c'est aussi un enjeu de business model, ça, de pouvoir graduer aussi les fonctionnalités. Et puis oui, d'essayer de trouver le bon outil, quoi. Unique, si possible. Bah oui, parce que je trouve que on est déjà abreuvé par beaucoup de systèmes différents. Si on peut faire l'économie de quelques-uns, c'est du gain de temps et c'est aussi de l'agilité, puisque on en parlait, mais c'est l'enjeu central. La data, plus elle est en silo, c'est-à-dire dans des systèmes distincts, qui de toute façon peuvent communiquer entre eux. Mais enfin, si on peut faire l'économie dans deux tableaux Excel, je trouve que c'est plutôt pas mal. Oui, je suis d'accord. Et selon le process qui va être mis en place et les parties prenantes identifiées, peut-être collaborer avec ces parties prenantes pour ce choix, pour justement garantir une meilleure adoption, plutôt que d'imposer quelque chose, ou à minima tenir compte de leurs besoins lors du choix. Voilà, je pense que c'est important, encore une fois, pour réduire les silos, améliorer la communication et derrière garantir une meilleure efficacité en fait. J'ai envie de dire, comme tout outil qu'on va acheter, la première étape, c'est d'identifier les enjeux de l'entreprise, les besoins de l'entreprise, et l'outil ne vient que dans un second temps. Ce qui est assez étonnant, c'est que même nous, en tant qu'éditeurs, on se rend compte que souvent, on vient nous voir pour acheter, alors qu'on n'a pas très bien cadré le besoin. Et donc, bon, ça rejoint la thématique du jour. Déjà, faire le constat de quels sont les enjeux principaux, quels sont les KPI qu'on va vouloir suivre, et en fonction de ça, se diriger vers des fournisseurs avec un cahier des charges plus ou moins exhaustif et des catégories d'achat qu'on va gérer si on est PayFit et que notre enjeu c'est avant tout les logiciels et les prestataires de services sont très différents de l'hôtellerie où en fait ça va être plus sur comment on se fournit pour les hôtels. Si on est une entreprise industrielle, on va vouloir avoir une gestion de nos stocks très fin. Ou si on va vouloir gérer nos licences et nos renouvellements tacites, c'est très différent lorsqu'on approche un éditeur. Si on a une centralisation de nos demandes d'achat dans une équipe de procurement qui va saisir toutes les demandes d'achat, ou si les demandes d'achat sont très décentralisées, on n'a pas du tout la même approche du logiciel. Donc avant de regarder le logiciel, vraiment de faire le constat de quels sont les process et les enjeux qu'on va adresser à court moyen terme. Merci. Pour conclure, hein, ce qu'on dit, c'est que les enjeux sont peut-être différents, mais les besoins sont convergents pour toutes les PME. Il y a des opportunités, évidemment, avec des nécessités de développer des cultures, une culture d'entreprise, d'accompagner les humains qui vont opérer derrière aussi. Et puis, tout cet accompagnement peut être facilité par de la technologie et des innovations. En tout cas, merci à tous pour ces témoignages et ces retours d'expérience. On peut les applaudir, je pense. Merci. La table ronde est terminée. On peut prendre un temps de questions. Et puis, si on peut, voilà, je crois qu'il y avait 20 minutes, je crois à peu près 20-25 minutes. Et puis derrière, il y aura aussi un temps d'échange pour pouvoir poser les questions aussi en one-to-one avec chacun des intervenants. Merci. J'avais une question à propos de ce que vous avez dit, Julien, au sujet de la donnée non structurée et du coup de ce que l'IA permettait. Et ensuite, vous avez aussi parlé de la standardisation qu'il allait avoir avec l'avènement de la facture électronique. Et du coup, je me demandais si, pour moi, la partie données structurées, justement, va vraiment apporter quelque chose, de la fiabilité entre la relation client-fournisseur. Et du coup, je vois plus de l'avenir dans la donnée structurée que la donnée non structurée. Et je me demandais votre vision à ce sujet. Merci pour la question. Alors c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes d'état et de standardisation, on va être sur de la standardisation de données de facture. On n'a pas de standardisation aujourd'hui prévue sur les bons de commande, sur les contrats et sur toutes les données extra-financières. Donc ce que je disais, c'est que l'enjeu pour Spendesk, c'est de bien adresser cette standardisation des factures et des données financières
des fournisseurs. Cependant, sur toutes les données amont et extra-financières, pour le moment, il n'y a pas de standardisation qui est prévue. Et donc, c'est vraiment de pouvoir répondre à ces deux enjeux. Et c'est sur cette partie-là où extraire de la donnée non structurée pour la standardiser dans nos systèmes, ce qui n'est pas prévu par l'État, est un enjeu majeur, je pense, et de différenciation pour un éditeur. Mais est-ce que du coup c'est pas un enjeu temporaire ou de transition avant d'aller et justement est-ce qu'il ne faut pas pousser à aller vers un maximum de données structurées et un maximum de sécurisation dans les échanges du coup? La réalité c'est que par exemple sur la standardisation des données de facture, tant que l'État à un niveau national et européen ne s'était pas emparé du sujet, il n'y a jamais eu de format standard adopté en B2B sur les contrats, sur les devis. Aujourd'hui, sans intervention, on va dire au niveau national et européen, il n'y a pas de standardisation. Aujourd'hui, quand on reçoit un contrat d'un fournisseur, tous les contrats sont très différents dans leur format. Et donc nous, aujourd'hui, on peut pas, en tant qu'éditeur, on ne peut pas pousser un standard parce que de toute façon, nous ne sommes responsables que des clients de Spendesk. On n'est pas responsable des fournisseurs et c'est eux qui poussent cette donnée-là. Donc aujourd'hui, en termes de standardisation, on n'y est pas et on ne peut pas pour le moment pousser une standardisation sans un effort, on va dire, collectif, voire public. Moi, j'avais plutôt une question pour Aurore et Anthony. Nous, aujourd'hui, on a une boîte, on est 50 personnes. Moi, je suis DAF et je valide en gros 99% des dépenses. Est-ce que vous, à un moment donné, vous avez décidé de donner plus de responsabilité aux managers mid-level, on va dire? Et à quel moment, si vous l'avez fait, vous avez décidé de le faire? Nous, c'est aussi notre CFO qui signe tous les devis et tous les contrats. On a notre directeur FP&A qui a un trésor, lui peut signer jusqu'à 5K. Et après, c'est pas au niveau du CFO. Après, je pense que c'est un petit peu dû au contexte particulier de la tech en général, où on essaie d'être très vigilant. Il y a eu des questions et c'est plutôt un standard de donner plus de pouvoir aux managers, étant donné qu'on travaille encore à l'élaboration des budgets par équipe, par typologie. Je pense que pour nous, c'est pas encore le stade où on peut aller, mais potentiellement c'est quelque chose vers lequel on voudrait aller un jour pour responsabiliser les équipes et vraiment les impliquer dans la santé financière de la société. Donc pour l'instant, on est encore à un stade similaire à vous. Peut-être que ça va évoluer. Voilà, ce sera une affaire à suivre. Nous, c'est étroitement lié à la maturité de la société. Donc, si je prends l'exemple là, puisqu'on est en plein dedans de l'ouverture de notre hôtel à Madrid, 100% des paiements sont validés par moi et le directeur général, le CEO du groupe. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on va cadrer les dépenses, les fournisseurs qui nous facturent, et on va laisser au fur et à mesure du temps un peu plus de latitude aux acheteurs qui sont en réalité les chefs de service. Donc, par exemple, à semestre 1, on va dire que le directeur hébergement a capacité de valider tous les paiements récurrents dans la mesure où il ne dépasse pas un certain montant. Toutes les demandes exceptionnelles devront être validées, donc proposées par le chef de département, validées par le general manager de l'hôtel, puis ensuite validées par moi et le CEO. Et ensuite, en fonction de comment ça se passe et des montants engagés aussi, on va au fur et à mesure lâcher un petit peu la bride et puis essayer de responsabiliser les acheteurs. L'implication de tout ça, c'est de contrôler très rigoureusement ce qui se fait, même si ce n'est pas validé par nous. Et à la moindre suspicion de process non suivi, bien être vigilant sur le rappel. Et c'est un peu comme à l'école, mais si jamais on se rend compte que
le process n'est pas suivi au bout de X fois, dans ce cas, c'est malheureux, mais on va devoir remettre une petite tutelle et puis dire, bon, voilà, pour les prochaines factures, ils devront être soumis à validation pour rentrer vraiment tout le monde dans le cadre. Donc je pense que c'est, pour résumer, une question de maturité de la structure, de confiance aussi, et puis de process appliqués et contrôlés. Merci. Bonjour, Fabrice Tambouran, je travaille au sein du Crédit Mutuel Arca dans la direction M&A. Je voulais savoir quelque chose par rapport à la facturation électronique, notamment pour ceux qui sont en avance de phase. Donc j'ai cru comprendre que ça allait être quelque chose d'obligatoire en 2026 ou 2027. Étant donné que ça sera un service disponible à travers la plateforme de l'État, est-ce que vous, quand vous allez fournir cette solution, vous prévoyez de la rendre payante ou pas? Et si c'est le cas, quels seraient les avantages par rapport à la plateforme de l'État? Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce que vous pensez que les acteurs comme vous, qui fournissez de la facturation électronique à vos clients, comment est-ce que vous pensez, on va dire, gagner, on va dire, une part sur cette marge-là, à travers, j'imagine, le déploiement de produits annexes? Est-ce que vous avez des idées, notamment sur le déploiement de produits annexes, sûrement dans l'accompagnement de vos clients ou autres? Enfin voilà, c'est juste dans le cadre d'une réflexion globale que j'aimerais bien avoir votre avis. Alors aujourd'hui, nous, l'enjeu en tant qu'éditeur logiciel de spend management et de procurement, ça va être d'intégrer ces standards de facturation électronique pour pouvoir fournir de la donnée sur la plateforme publique. Est-ce qu'on va la facturer pas spécifiquement sur la facturation électronique a priori, mais on offre tous les services autour, donc de gestion des notes de frais, de gestion des demandes d'achat, de gestion des factures, qui ne sont pas juste la transmission de ces données à l'État, mais qui sont toutes les fonctionnalités de contrôle, de dashboarding, de collaboration. Et donc, en fait, c'est là qu'est l'innovation, on va dire, par rapport, ou le différenciateur par rapport à la plateforme d'État, qui ne sera quelque part qu'un repository de toutes les factures avec les données standardisées. Ça n'offre absolument pas ni de contrôle, ni de collaboration interne, ni tout ce qui touche aux autres types de dépenses hors facture. Donc c'est comme ça qu'on se différencie en tant qu'éditeur de logiciels. D'accord. Et du coup, j'ai cru comprendre que les experts comptables allaient proposer aussi ces services annexes. Vous, j'imagine que vous prévoyez de fournir ces services annexes de manière un peu plus digitaux que les experts comptables. Est-ce que c'est bien l'idée, ou est-ce que vous avez autre chose en quelque sorte? Je dirais que ça dépend de la collaboration entre l'entreprise et la fonction comptable. Si cette fonction comptable est externalisée, a priori, l'expert comptable a un rôle majeur à jouer dans la facturation électronique. Si on est sur des entreprises de la taille de Evoque ou de Payfit où la fonction comptable est internalisée, finalement c'est le logiciel de spend management et de procurement ou le RP qui vont en fait s'emparer de cette problématique. Donc ça va dépendre vraiment de la typologie d'entreprise et de est-ce que la comptabilité est internalisée ou externalisée. Donc il y aura des deux côtés, on va dire. Ok, c'est très clair. Merci. Peut-être une autre. Juste pour préciser un point par rapport à ce que vous venez de dire, la plateforme de l'État, elle n'existe, enfin, elle n'est plus matérielle. C'est-à-dire que les entreprises ne pourront plus utiliser les services de la plateforme de l'État Chorus Pro. Aujourd'hui, c'est un projet qui a été arrêté, suspendu définitivement. Donc au profit d'opérateurs privés. Donc la question, c'était de savoir est-ce que les opérateurs privés vont faire payer ces services ou pas.
Il y a effectivement eu une annonce de l'ordre des experts comptables disant qu'ils étaient en train de travailler sur une plateforme qui serait gratuite, entre guillemets, hein, c'est-à-dire offerte avec les services qui sont déjà payants. Donc ce sera intégré dans les honoraires de CAC. Moi, c'est ce que je comprends, hein, plus ou moins, hein, ou d'experts comptables. Maintenant, la facture électronique, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une petite brique dans un process beaucoup plus large, qu'on appelle procure to payment. Sur ce process, c'est-à-dire que c'est le moment où on commence à faire le budget en disant tiens, cette année, on veut dépenser tant. Ensuite, on va engager des budgets. Concrètement, on va engager des achats. Je ne sais pas, peut-être chez Crédit Mutuel, c'est ça, Crédit Mutuel Arkea. Frais de consulting, 6 mois, on va engager pour 6 mois de dépenses, et puis au fur et à mesure que les factures arrivent, ces dépenses, elles vont être comblées par rapport à ce budget-là, et puis on va regarder le budget. Derrière, il y a la contractualisation, tu disais tout à l'heure, les benchmarks, toutes les éventuels bridges contractuels qui peuvent arriver, ou les renouvellements qui peuvent arriver, et puis derrière, la redescente dans les systèmes comptables, puis dans les systèmes de trésor, évidemment, et puis enfin, la déclaration fiscale, le paiement, pardon, excusez-moi, c'est important le paiement. Donc là, il y a les opérateurs bancaires, il y a les cartes bleues, les notes de frais, tout ça. Et puis derrière, il y a les déclarations. Alors, il y a la déclaration au gouvernement via de la facturation électronique. Donc là, c'est journal de vente, journal d'achat, pour cadrer en fait la TVA, hein. Et puis la CA3 que vous connaissez certainement, qui est la déclaration fiscale mensuelle, qui, on l'espère, si on va dans l'étape d'après, sera automatique ou quasi automatique. Un peu comme... En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que le service de facturation électronique, de base, c'est quoi? C'est un peu l'équivalent du SWIFT. C'est un langage de communication sécurisé et standardisé. Bon. Ensuite, la manière d'exploiter cette information, ça, ce sera chacun des acteurs dont on a parlé sur cette chaîne qui va se positionner demain. Alors, on ne sait pas comment l'écosystème va se structurer, comment le marché va se structurer, vous nous direz, hein, mais ce qui est sûr, c'est que les personnes qui aujourd'hui déjà offrent des services bancaires, services de dématérialisation, tous les services dont Spendesk a parlé également, les experts comptables, etc., ont une opportunité à se positionner pour élargir leur offre en fait, hein, auprès de leurs partenaires. Maintenant, est-ce que qui gagnera le marché? Je ne sais pas. Je pense qu'il y aura peut-être certainement une consolidation derrière, comme tous les moments où il y a de la plateformisation. En tout cas, c'est à vous aussi de voir votre opportunité. Et moi, le conseil que je peux donner, c'est, encore une fois, de ne pas travailler uniquement en vous regardant vous-même, mais en parlant avec vos partenaires. Il faut absolument parler avec vos partenaires. Les opportunités, elles sont souvent dans votre environnement proche. Est-ce que ça répond Ça répond ouais. Tout à fait à la question. Je voulais juste en effet confirmer que, à travers mes questions, l'établissement de la facturation électronique, ça ne va pas forcément provoquer de budget supplémentaire à prévoir côté petit pro. Je comprends que ça sera a priori une solution assez accessible par divers acteurs, et que en effet il y aura des services complémentaires qui améliorera du coup le côté opérationnel des pros et de ses fournisseurs, qui eux seront peut-être en effet payants, mais ça sera lié à l'amélioration. Donc voilà, je vous remercie en tout cas. Et en tout cas, il va y avoir forcément de la concurrence, des offres. Donc, et je pense que le business model n'a pas encore été dévoilé, même pour les personnes qui ont fait les premières annonces pour les côtés experts comptables. Il n'y a eu aucune annonce sur le business model qu'il y aura derrière. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Moi j'avais une question pour vous, Aurore et Anthony. On a beaucoup parlé de l'avantage du portail procurement pour la communication en interne, les documents, la relation avec les fournisseurs, etc. Est-ce que vous voyez aussi, ou vous espérez voir un bénéfice sur les prix, le fait de demain contrôler beaucoup plus d'achats indirects via un process, d'éviter les équipes qui avant achetaient des solutions ou des services, envoyaient la facture parce que c'était pas contrôlé. Est-ce que vous vous dites que demain, avec ce process, vous allez pouvoir mieux négocier les conditions de paiement, mieux négocier d'autres factures en challengeant les métiers, les opérationnels? Est-ce que vous avez négocié? Est-ce que vous avez fait un benchmark? Est-ce que vous voyez aussi la partie procurement là-dessus, sur l'économie de coûts? C'est déjà le cas. Là, par exemple, étant donné qu'on centralise toutes les demandes, j'ai eu dans une des équipes marketing le renouvellement d'un service d'un prestataire sur 2 mois. On avait déjà travaillé avec lui il y a quelques mois. Du coup, on s'est posé la question, ok, est-ce qu'on va pas proposer l'année prochaine un package si on est amené à nouveau à travailler avec ce prestat sur plusieurs fois dans l'année. Donc, en fait, on arrive très rapidement à identifier avec qui est-ce qu'on travaille régulièrement. On a eu un autre cas, on a reçu une facture sur la boîte de billing qui n'était pas passée par le process. Après, c'est parce qu'en fait, c'est pas une typologie qui a été identifiée. Donc du coup, ça nous permet de aussi remettre en question tout le process. Est-ce que demain, on va pas commencer à prendre en compte cette typologie? Donc typiquement, c'est pas vraiment que l'acheteur interne a été hors process, étant donné qu'aujourd'hui, on n'a pas de process. Mais c'est intéressant, ça nous permet de vraiment questionner, voilà. Mais on arrive vraiment à capter aujourd'hui et à linker toutes les factures avec toutes les demandes d'achat. Voilà, donc on est vraiment beaucoup, beaucoup plus efficace. Il y a 1 an, on avait des factures de tous les côtés. On se disait, mais c'est pourquoi, c'est pour qui, est-ce que c'est budgété? Donc aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Chez Evoque, c'est des choses qu'on fait déjà, mais sans outils dédiés, où en fait on se dit, bon voilà, on a un besoin qui est répondu par l'achat d'une prestation diverse. Et en fait, en fonction des hôtels, on se rend compte que le fournisseur n'est pas le même, mais il fournit la même prestation. Et donc le fait d'avoir un outil où le fournisseur est catégorisé avec un type de service ou un type de bien, va nous permettre d'avoir l'information de, voilà, on a fait appel à, pour cette catégorie d'achat, X fournisseurs. Et parmi ces fournisseurs, il y en a peut-être un qui fait l'ensemble des produits dont on a besoin et chez qui on pourrait prendre peut-être l'ensemble des produits et avoir le volume suffisant pour aller négocier des prix. Donc avoir l'information disponible, c'est essentiel et ça va être vraiment important pour nous, puisque derrière, ça va pouvoir générer l'analyse de nos besoins et la rationalisation des fournisseurs, en 1, et ensuite en 2, pour avoir un panel de fournisseurs qui produisent les mêmes services et pouvoir aussi mettre un peu en concurrence des offres similaires. Merci beaucoup. Et si je peux finir par une question ouverte, donc Vincent de Spendesk. Donc question aussi pour vous tous les deux. On voit la facturation électronique beaucoup comme une contrainte, certains la voient comme une opportunité. Vous tous les deux, qu'est-ce que vous voyez? Je vous mets sur une piste, on parle de plus en plus d'achats durables, responsables, donc notamment la piste ESG. Et aussi question liée, du coup pourquoi s'en préoccuper maintenant, le faire maintenant et ne pas attendre peut-être les premières mises en contrainte, c'est-à-dire 1er septembre 2026 sur la réception des factures électroniques? Alors, les deux, je pense que c'est une contrainte et comme souvent, c'est aussi une opportunité parce qu'au début, il va y avoir toute cette phase d'adaptation qui va générer, c'est certain, de la perte de temps, du temps de calage qui va nous coûter en ressources, mais qui va permettre aussi demain de pouvoir être plus efficace, de pouvoir avoir un endroit où on aura l'ensemble des informations, au moins des factures, peu importe le support, pouvoir aussi avoir une meilleure gestion du retard, parce que ça, c'est aussi sur le plan financier un point important, c'est-à-dire qu'on aura beau mettre tous les process en place, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, si une facture arrive avec 2 mois de retard, eh ben, elle arrive avec 2 mois de retard, le délai de paiement est passé et on doit la décaisser. Donc là, même en termes de trésorerie, c'est un impact significatif pour l'entreprise. La mauvaise gestion du timing de réception et de traitement des factures, elle a un impact cash. Donc ça, c'est essentiel de s'en préoccuper. Ça va, le fait de la facturation électronique, favoriser ça, le fait de mieux respecter les timings, d'avoir moins de surprises sur le fournisseur qui n'a pas envoyé sa facture. Donc ça, c'est un vrai atout. Je pense que l'anticipation, elle est essentielle.
parce que ça va permettre de minimiser le temps d'adaptation et donc forcément la consommation de ressources. Mais il y a aussi un autre enjeu, vous en avez un petit peu parlé, qui va arriver à peu près en même temps, qui est les nouvelles normes CSRD. Donc l'environnement extra-comptable de l'entreprise va être bousculé par toutes ces normes-là, qui sont des... Bon, c'est encore assez flou en général et un peu encore aussi pour moi. Tout ce qui est information extra-comptable vont devenir obligatoires, structurées, normatives. Et ça va générer beaucoup de temps de traitement et d'investissement de la part de l'entreprise. Donc je trouve que dans la roadmap, si on peut faire l'économie et par l'anticipation de la facturation électronique pour être prêt dès le début, ça nous laissera un peu plus de bande passante pour gérer ce gros sujet aussi, qui pourrait peut-être faire l'objet d'une autre table ronde, de la CSRD. Voilà. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Je ne sais pas si j'ai beaucoup plus à ajouter, mais aligné sur le fait que ça va être contraignant étant donné que c'est du changement et que, on le sait, le change management, ça demande de la patience, de l'adaptation. Mais en même temps, c'est toujours un exercice intéressant. Et puis, c'est une opportunité parce que justement, derrière, on va être bien plus efficace, on va pouvoir garantir des délais de paiement beaucoup plus simple pour les fournisseurs, ce qui va renforcer la collaboration aussi. Donc en fait, ça va être un cercle vertueux qui va être créé. Et puis ça va aussi inviter les équipes à travailler ensemble de manière plus étroite. Donc toujours cet aspect communication, cercle vertueux, je pense, pour la société. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure du coup de sécuriser. Je me suis pas présenté d'ailleurs, Henri Lévesque de Archipel. Anthony, vous avez parlé tout à l'heure de sécuriser l'IBAN. Aujourd'hui, comment est-ce que vous sécurisez ce genre de données sensibles et voilà, est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête? Et donc nous, les IBAN, on les stocke bien sûr dans notre ERP. On reconfirme les IBAN à l'ancienne, manuellement, le plus souvent, et d'autant plus quand il y a un changement d'IBAN, en ne prenant évidemment jamais l'IBAN de la facture, mais enfin, la méthode classique. Donc ça, c'est la façon dont on fonctionne. Je trouve que demain, avec la disponibilité de l'information sécurisée, avoir une banque de données qui nous permette de savoir si l'IBAN en question et le bon sécurisé et en lien avec le fournisseur qui le transmet, c'est un gain de temps et on aura moins de questions là-dessus. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais sur un plan plus large, le stockage de ces données sensibles-là, il est essentiel aussi sur le plan de la sécurité de ces données, parce que ces données, comme nous on les gère aussi dans un hôtel, je pense aux données clients, notamment tout ce qui est données carte bancaire, mode de paiement, etc., donc qui font l'objet de tout un tas de certifications. Ce sont des données qui, jusqu'à il y a encore pas très longtemps, étaient stockées papier dans des dossiers, qui maintenant sont digitalisées dans alors soit des drives, des choses parfois pas sécures. Là, je reprends le terme d'évangélisation, puisque ça, c'est un vrai travail auprès des équipes, la gestion des données sensibles, les mettre au bon endroit. C'est-à-dire avoir le bon outil digital qui permet de stocker la donnée pour qu'elle soit sécurisée, pour éviter qu'il y ait des fuites et qu'elle soit utilisée à des fins malhonnêtes, parce qu'on a la responsabilité de la gestion de ces données. Un hacking, par exemple, comme on en voit beaucoup ces dernières années, ça a des conséquences dramatiques sur la confiance que les clients ont envers l'entreprise et sur la capacité à l'entreprise, même en termes de légitimité, à traiter des données sensibles de leurs clients. Donc c'est essentiel. Et donc pour vous, le RP, c'est le bon endroit Le RP, c'est l'outil qui agrège l'ensemble des données. Donc je pense qu'ils ont les process nécessaires à ce que ces données soient conservées de manière sécurisée. Donc je pense que c'est le bon endroit. En termes de praticité, surtout, oui, dans la mesure où nous, on utilise les données de paiement et tous nos virements sont initiés depuis notre ERP, donc c'est l'endroit où on en a besoin, donc c'est l'endroit où on les stocke. C'est assez basique, mais c'est comme ça qu'on fonctionne, puis ça évite de les transférer. Et Aurore, du coup, je me posais la même question. Je ne suis pas vraiment sur ces sujets-là, pour être hyper honnête. Okay. Nous, on fait attention au stockage des données. Aujourd'hui, on a un drive fournisseur
sur Google Drive avec un accès assez contrôlé. Il n'y a que certaines équipes qui ont accès. Les business owners peuvent y avoir accès, mais sur leurs prestataires. Au départ, on s'est posé la question, est-ce qu'on a accès à tout le monde? Et en fait, voilà, il y a quand même des risques au niveau des contrats, des tarifs. C'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement donner accès à tout le monde. Et grâce à Spendesk, on a quand même réussi à mettre en place une solution un peu intermédiaire. Aujourd'hui, tous les payfitters peuvent avoir accès à tous les vendors avec les dates de contrat, les renouvellements, les notice périodes, et on a anonymisé le montant du contrat. Comme ça, ils ont quand même accès à des données intéressantes. Ils viennent plus nous voir, ces fournisseurs, quand est-ce que le contrat est renouvelé, quelles sont les dates, est-ce qu'on travaille avec. Donc on leur donne aussi de l'autonomie et en même temps, s'ils sont business owners, c'est-à-dire responsables du contrat, eux vont avoir accès aux informations plus poussées. Merci. S'il n'y a plus de questions, on peut clôturer la table ronde. Merci à tous pour votre participation.